France 3 vous a présenté une grande soirée de cinéma avec Nokia Océanique et sur France Supervision en son stéréo numérique. V1 et V2, les V d'une autre victoire, les armes secrètes d'Hitler dans les dossiers de l'histoire, après le soir 3. Je me souviens de l'odeur du rouge à lèvres. Je me souviens de l'odeur du pain d'épices. Je me souviens de l'odeur des rues de Paris. Mais mon meilleur souvenir reste celui de l'odeur du café fraîchement torréfié. Et aujourd'hui, le café grand-mère, parce qu'il est torréfié juste à cœur, me donne toute cette saveur. Café grand-mère, s'il est torréfié à cœur, c'est pour être meilleur. 6 noix de coco, 6 chocolats. Nouveau Lila Pause noix de coco de Milka. La pause tellement chocolat. Le blanc, c'est la pureté. C'est la couleur originelle. Celle des premiers bonheurs. On ne peut pas se passer de blancheur. D'H2 en 1 donne le plus étonnant des blancs. Et puis la douceur, ça fait partie de la vie. On en donne tout naturellement. Alors la douceur pour le linge, d'H2 en 1 vous en fait cadeau. Cadeau? C'est vrai? Cadeau? Et oui, d'H2 en 1 vous offre la douceur, car vous ne payez que la blancheur et rien de plus pour l'adoucissant. D'H2 en 1, parce que la douceur, ça doit toujours rester un cadeau. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Si pur, si frais, si tendre. Et si les dieux avaient fait un amour de fromage? Caprice des dieux. C'est rassurant de savoir qu'elle a le grand airbag Opel, les ceintures actives et les doubles barres de renfort latéraux. C'est agréable de pouvoir compter sur ses performances et son freinage ABS. Mais c'est quand même quand je la regarde que l'Opel Corsa me fait le plus craquer. Opel Corsa, un amour sans risque. Jusqu'au 31 décembre, l'Opel Corsa démarre à 46 500 francs grâce aux offres cumulées du gouvernement et d'Opel. Et pour en profiter tout de suite, Opel vous avance votre participation à des conditions exceptionnelles. Opel Corsa à partir de 46 500 francs. Le chewing-gum Steamerol, c'est très fort. Chez Speedy, les amortisseurs sont garantis 5 ans. Va donc chez Speedy. Et jusqu'au 19 novembre, Speedy vous offre 4 amortisseurs pour le prix de 3. Speedy, votre meilleure garantie. Bernard Loiseau, grand chef à la Côte d'Or. Non. Non. Il faut rajouter un peu d'aneth. Ah, le velouté est parfait, là, parfait. Il faut se battre pour retrouver le goût des potages. Alors, quand Royco m'a demandé de créer les soupers d'or, j'ai dit oui. Souper d'or de Royco par Bernard Loiseau. Goûter, ça n'a pas le même goût. Le chauffage au degré près. L'eau chaude bien tempérée. La cuisson réinventée. Anne Sinclair à la télé. Ah, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour retrouver le confort électrique? Demandez-nous la brochure EDF Confort électrique. EDF, nous vous devons plus que la lumière. Jean-Louis David, il a créé les coiffures faciles à vivre. Il vient d'inventer un shampoing révolutionnaire. Pour vous, j'ai créé le premier shampoing 3 en 1 Jean-Louis David. 3 produits en un seul. Un shampoing professionnel, un démêlant soin et un effet coiffant. Mes shampoings 3 en 1 contiennent mon concentré vitamine magnésium. Regardez cette matière pleine de vitalité. Facile à coiffer, facile à recoiffer. Shampoing 3 en 1 Jean-Louis David. Retrouvez en un seul geste mon résultat professionnel. Aptiva? Aptiva, wow! Écoute leur dernier album à fond, c'est dément! Il fait 5 mètres de long et ses dents, c'est des vrais rasoirs. Les vacances à Aptiva, quelle merveille! Qu'est-ce que ça fait là, ça?
Aptiva. Ce ne serait pas cette banquière suisse qui est devenue la reine du zinc? Le manoir hanté d'Aptiva. Vous ne m'y verrez jamais. Aptiva, c'est ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. C'est le tout dernier micro. Aptiva. d'IBM. Je ne dirai pas ceci à tout le monde, mais notre métier est le plus important que je connaisse. C'est-à-dire que sur cette ligne, un mécanicien moyen n'existe pas. Même un débutant qui aperçoit le moindre problème est capable de juger si un avion doit ou non rester au hangar. Vous pourriez penser que ce genre de métier devient rapidement une routine, mais parfois quand je me promène dans l'aérogare, je découvre ce qui est vraiment important. Véhicule signalé à plus de 150 km/h. Demande interception. Ok, 5 sur 5. Je vais le cueillir en douceur. Appel à toutes les voitures, appel à toutes les voitures. Demande assistance. Du 11 octobre au 27 novembre, personne ne pourra vous empêcher d'aller déguster le Mac Farmer, le nouveau sandwich de chez McDonald's. Les surfaces courbes créent des déformations. Sony crée le Super Trinitron Ultra Plat, l'écran le plus plat du monde pour les plus belles images du monde. J'en ai rêvé. Sony l'a fait. L'enfer suspendu entre ciel et mer. Le plus grand complexe pétrolier offshore du monde a été construit dans les années 50 en mer Caspienne par la volonté de Staline. 200 km de passerelles métalliques que la mer a rongées lentement depuis plus de 40 ans. Et pourtant, 5000 personnes continuent à vivre sur cette île artificielle où le danger est quotidien. Le mauvais rêve de Jules Verne est devenu une réalité. Les oubliés de l'île Staline, c'est vendredi 20h50 dans Thalassa sur France 3. France 3, avec Troc de Lille, présente la météo. Pour un climat serein. Bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Demain, régression des précipitations sur le sud-est, c'est une bonne nouvelle, mais il y en aura encore, vous le verrez dans quelques instants. Et puis un ciel un peu plus clément sur les autres régions. Je vous propose de détailler avec l'image du globe et la France sous les nuages, enfin la partie est de la France. Regardez l'animation satellite européenne et ces paquets nuageux qui se sont promenés sur la France en provenance de ce centre dépressionnaire. Prévision de Météo France pour demain, voilà la carte. Alors, sur la façade est, sur le sud-est surtout, importantes masses nuageuses, des précipitations à tendance orageuse seront à craindre. Et malheureusement, entre la Corse et le continent, du vent soufflera en rafale à 70 km/h. Un peu plus haut sur le nord-est, un ciel extrêmement nuageux avec quelques précipitations locales, quelques apparitions du soleil quand même. Sur la façade ouest, ciel de traîne, de sympathiques apparitions du soleil, mais une masse importante nuageuse. Et puis vous voyez qu'il y aura l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur la Bretagne en cours de journée, avec un vent de sud-ouest qui soufflera en rafale à 60 km/h près des côte de la Manche. Amélioration sur le golfe du Lion avec la tramontane qui va se lever en soufflant à 60 km/h. Les températures minimales, conformes aux normes saisonnières, on ne peut pas se plaindre. Entre 7 et 9 degrés pour le nord-est et jusqu'à 14 degrés pour Marseille, pour Nice, pour la Corse et pour Bordeaux avec 12 pour Lyon, 11 pour Paris et 12 pour Brest. Celle de l'après-midi conforme aux normales saisonnières, ces températures, entre 13 et 15 degrés sur le nord-est et jusqu'à 23 degrés pour Ajaccio, 20 pour Marseille, 20 pour Nice, 18 pour Paris, 17 pour Lille, 18 pour Bordeaux et 19 pour Toulouse. Allez, on se préoccupe de la fin de semaine jusqu'à lundi, le cadeau France 3. Samedi, passage pluvieux, ciel plus clément au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, vent de sud-ouest sur la Bretagne 80 km/h et de nord-est entre la Corse et le continent 70 km/h. Dimanche, grisaille et précipitations orageuses du Jura et des Alpes du Nord aux Pyrénées et au golfe du Lion. Au nord de cette zone, ciel de traîne, c'est-à-dire nuages, éclaircies, averses. Lundi, cocktail de nuages et d'éclaircies. Apparition d'une nouvelle perturbation, vous le voyez, sur la Bretagne en cours de journée. Température jusqu'à lundi de saison entre 11 degrés et 18 degrés. On passe les frontières, on revient à demain. Que se passera-t-il demain? Eh bien, vous voyez de la grisaille encore sur la façade ouest de l'Europe. On retrouvera un peu de soleil sur Lisbonne quand même. Une amélioration sur l'Afrique du Nord, bien qu'il y aura des averses sur Tunis, des averses également sur Rome, de la pluie sur Athènes et ainsi que sur Ankara. Belle fin de soirée en notre compagnie. N'oubliez pas de fêter les Céline, les Ursules, les Ursula. Notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, le 36 68 0003. Et nous nous retrouvons dans quelques instants avec Richard Tripot pour le journal.
Troc de l'île, dépôt-vente. Les négociations sont en cours. La vie d'un homme est en jeu. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Je ne suis qu'une femme qui vous supplie d'épargner son mari. Mais tout est faux semblant. L'opération est lancée, nous savons qu'elle marche. Ta réélection est au bout. Il n'est que manipulé. Nous avons la situation bien en main. Cyniquement manipulé. Le mieux serait sans doute de collaborer, vous ne croyez pas? Vous avez toute la nuit pour réfléchir. Un otage de trop, samedi 20h50. L'impossible n'arrive pas qu'aux autres sur France 3. On ne peut pas faire un bon otage de n'importe qui. Pour ceux qui ont la rue comme dernier refuge, c'est déjà l'hiver. Pour ceux dont le corps n'est qu'une souffrance, c'est déjà l'hiver. Pour tous les exclus, c'est toujours l'hiver. Chaque jour, pour eux, la Fondation de France se bat. Elle sait qu'il faut agir plutôt que réagir. Si la spirale de l'exclusion vous révolte, agissons, ensemble, maintenant. Envoyez vos dons à la Fondation de France, boîte postale 22, 75 008, Paris. Moi, au volant d'une Mercedes. Vous rigolez? Non, rien. Ça tombe bien ce que vous dites. Parce que je crois que je suis enceinte. Je sens isotonaire. Semelle souple, tissu doux et lavable. Intérieur ultra moelleux. Qualité garantie 1 an. Laissez-vous faire, c'est isotonaire. Alors là, c'est à la naissance de Chipster Goubacon, le fils de Chipster Salé. Ça, c'est tout le portrait de son père. En rougeau, quoi. Chipster Salé, et maintenant Chipster Goubacon. Les ampoules Philips économie d'énergie consomment 80% d'électricité en moins et durent jusqu'à 8 fois plus longtemps. Voyez vous-même. Non! Qu'est-ce que tu nous mijotes encore? La recette de ma soupe aux pistes, mais c'est un secret de famille. Bon, le secret, c'est le mariage des légumes, tomates, oignons, courgettes. Évidemment que je mets du basilic, un filet d'huile d'olive, et je laisse mijoter. 2 minutes. 2 heures. Alors, ça sent bon la Provence. Papy est un vrai chef, dans la tradition Knorr. Pourquoi les femmes choisissent-elles le chat compact? D'abord pour l'environnement. Et puis, avec l'arrivée de Claire, j'ai besoin d'une propreté irréprochable. Regardez cette propreté le chat. Elle existe aussi en compact liquide, flacon et éco-recharge. Aujourd'hui, et si vous cuisiniez votre poulet façon Dolmio? Et oui, seul Dolmio a su marier les saveurs qui accompagnent le mieux le poulet. La recette du succès est simple. Faites revenir votre poulet. Versez la sauce Dolmio, laissez mijoter 10 minutes. C'est prêt. Les 3 sauces pour poulet Dolmio, pour le meilleur, tout simplement. Mes invités sont là dans 10 minutes. Oh non! À quoi sert mon lave-vaisselle si je dois relaver? Voici Calgonite Ultra. Grâce à ses composants alternatifs à la javel, Calgonite multiplie son pouvoir nettoyant, même sur les saletés les plus tenaces. Nouveau Calgonite Ultra, gel ou pastille, efficace une fois pour toutes. Calgonite. Vous n'avez jamais rêvé d'une banque qui vous accorderait du temps, vous qui lui confiez votre argent. Au CCF, pour être plus disponible, tous les conseillers ont un nombre limité de clients. C'est tous les jours qu'on juge sa banque. CCF, Crédit Commercial de France. Ce message s'adresse à tous les automobilistes. Vous possédez une voiture de plus de 5 ans. Vous l'entretenez et bien sûr elle est comme neuve. Seulement, vous vous dites qu'elle a moins de valeur et vous ne voulez plus l'assurer tout risque. Alors, restez bien à l'écoute. Aujourd'hui, avec Auto 5 de MAF Assurance, quand votre voiture cote moins, votre assurance tout risque coûte moins. Appelez le 05 10 05 12. MAF Assurance, la volonté d'ouverture. Allô, bonjour. Oui, ça y est, on va pouvoir enfin travailler ensemble. Ah, je suis vraiment content. Vous aussi, j'espère. Eh ben non.
Pas vraiment, écoute, je comprends pas. J'ai pris la première à droite et maintenant je suis perdu. Pourtant c'est simple. On est orienté plein nord. On peut commencer tout de suite l'aménagement de la terrasse. Attends, faut qu'on se parle d'abord, je t'aime, j'ai vraiment envie de te voir. Tout de suite là maintenant? Mais il faut d'abord que j'en parle avec les autres. Repasse-moi le standard. D'accord. Ne quitte pas, je te le passe tout de suite. Avec Itinéris de France Télécom, communiquez aussi librement que vous vous déplacez. Attention, Canon envoie les couleurs. Elles entrent chez vous par millions. Avec l'imprimante BJC 4000, bienvenue dans la nouvelle dimension couleur. Imprimante BJC 4000 de Canon. Robert Mitchum pensait avoir tout vu. Cette nuit, un corps d'armée sera débarqué sur la plage. Voilà enfin le moment. Peter Falk pensait avoir tout vécu. Le 1er et le 2e bataillon de Rangers sont complètement exterminés. Édouard Dmytryk a retrouvé dans les archives les minutes d'une bataille sans espoir. Une page déchirée dans le grand livre de l'histoire. Lundi 20h50, la bataille pour Anzio sur France 3. De révélations intimes en rumeur de divorce, la cour d'Angleterre n'en finit pas d'alimenter la presse et l'édition. Peut-elle encore redorer son blason? Est-elle condamnée à terme? Où sont les responsabilités? Nos invités ce soir sont le journaliste anglais Charles Hargrove et le psychanalyste Gérard Miller. Bonsoir à tous. L'ancien maire de Nice, Jacques Médecin, va devoir comparaître devant la justice de son pays. La Cour suprême de l'Uruguay, où il était réfugié depuis 1990, a en effet autorisé ce soir son extradition vers la France. Isabelle Billet. Cette fois-ci, Jacques Médecin semble bel et bien rattrapé par son passé. Il y a 4 ans, il arrivait en Uruguay les mains libres pour y vivre un exil doré. Il en repartira sans doute de façon moins glorieuse, escorté par des policiers pour être directement conduit en prison. Ce que l'on sait, c'est que son extradition, maintenant qu'elle est autorisée par la justice uruguayenne, pourrait être organisée très rapidement, sans doute d'ici à la fin du mois. En fait, cette demande d'extradition avait été lancée il y a plus d'1 an par la justice française. L'ancien maire de Nice avait d'abord été arrêté par les autorités uruguayennes, puis incarcéré. S'engage alors une longue bataille juridique qui semble aujourd'hui aboutir enfin. La justice française a ouvert à l'encontre de Jacques Médecin 5 informations judiciaires. Il est accusé de fraude fiscale, de détournement de fonds publics, de corruption, mais aussi de faux et usage de faux pour une affaire de fausses factures. Tous ces dossiers ont été ouverts par le parquet de Nice et de Grenoble. Ils concernent pour la plupart des irrégularités commises alors qu'il était maire de Nice. Jacques Médecin est déjà condamné à 1 an de prison et 3 mandats d'arrêt sont lancés contre lui. Aujourd'hui, c'est dans une cellule de la prison de Montevideo qu'il a appris la nouvelle de son extradition. Selon ses proches qui ont pu le contacter ce soir, le maire de Nice se serait dit, une fois de plus, résolu à se battre. Il parle même de kidnapping politique. Son avocat va donc tenter un ultime recours pour bloquer ce retour forcé. Il va déposer dès demain une demande d'asile politique en Uruguay. 24 heures après l'attentat de Tel Aviv, on apprend ce soir que plusieurs roquettes se sont abattues sur le nord d'Israël, mais il n'y a pas eu de victimes. Et ce matin, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin avait promis un sort amer aux poseurs de bombes. C'est la première des informations commentées par Isabelle Billet et David André. Ce soir, c'est le recueillement à Tel Aviv, place Dizengoff, après l'assassinat hier à l'explosif de 21 personnes. Aujourd'hui, Israël prépare sa riposte. Les territoires palestiniens sont bouclés depuis hier. Plus personne ne peut aller travailler dans l'État hébreu. Les Israéliens auraient même le projet de séparer totalement les économies palestiniennes et israéliennes pour éviter les infiltrations de commandos. Les membres du Hamas pourraient être soumis à la détention administrative. L'artificier du Hamas est, lui, activement recherché. L'OLP est sous pression. Ce soir, elle dénonce l'étranglement économique de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, alors que le mouvement Hamas multiplie les menaces et les provocations. Cette bande vidéo, rendue publique aujourd'hui, serait un enregistrement du tueur-suicide avant l'attentat. Avant de mourir pour la guerre sainte, il affirme « Nous poursuivrons nos opérations héroïques ».
En levée de rideau du 8e sommet franco-espagnol, une inauguration, le tunnel du Puy-Morins, entre les Pyrénées et l'Ariège, permettra de gagner du temps sur l'axe Toulouse-Barcelone. François Mitterrand, Édouard Balladur et Felipe González, le président du gouvernement espagnol, se rencontraient pour discuter des questions européennes. La France et l'Espagne présideront successivement l'Union européenne en 1995. Aujourd'hui, les deux partenaires ont rejeté l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses, idée proposée par le parti du chancelier Kohl. Quelques jours après sa démission, Gérard Longuet reste à la tête du Conseil régional de Lorraine. L'Assemblée a refusé l'organisation d'un vote de confiance proposé par le Front National. Gérard Longuet, visiblement ému lors de ce débat. Il y a un seul mandat que je ne quitterai jamais. C'est celui de chef de famille pour l'éducation de mes enfants. Tous les autres, je puis à tout instant les abandonner si j'avais le sentiment que ma dignité personnelle entachait le mandat que je représentais, c'est tout. Il y a les trains qui arrivent à l'heure et ceux qui arrivent en retard. Les 400 journalistes invités pour un voyage dans l'Eurostar sous la Manche avaient aujourd'hui le choix. À Londres, l'Eurostar est parti avec 1 heure de retard en raison d'un problème technique. Au départ de Paris, tout s'est en revanche bien passé. Le train est arrivé à Londres 3 heures plus tard. On pourra réserver sa place dans l'Eurostar dès lundi. Le mouvement se poursuit pour les journalistes de Radio France. Ils sont plus de 400 en grève depuis 9 jours. Ils réclament des salaires égaux à ceux de leurs confrères de la télévision publique. Aujourd'hui, le gouvernement a nommé un médiateur pour renouer le dialogue entre la direction et le personnel. Est-ce que le ministre du Budget est prêt à donner la rallonge que demandent les journalistes? Le ministre du Budget m'a demandé d'abord d'entendre ce que je vais faire cet après-midi. La grève a été reconduite jusqu'à samedi minuit. Des députés italiens qui vont bien au-delà du dialogue démocratique, donnant au passage une image désastreuse de la vie politique en Italie. Le débat au Parlement a été retransmis en direct à la télévision et c'est justement l'avenir de la RAI, la télévision d'État, qui a entraîné la bagarre. Une vingtaine de caricaturistes protestent à l'appel de l'association Reporters sans frontières contre l'emprisonnement d'un dessinateur iranien. Manoucher Karimzadeh a été condamné à 10 ans de prison pour avoir caricaturé l'ayatollah Khomeini. Et puis en football, en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, l'équipe d'Auxerre a réussi un très beau match nul en Turquie face à Istanbul, mené 2-0 à la mi-temps. Les Auxerrois ont réalisé une superbe remontée. Commentaire d'Alain Dorcans. La JOCR en bleu a des rapports douloureux avec la Coupe d'Europe lors de ses déplacements. Le manque de discipline défensive enregistré à Zagreb est un mal chronique. Ce fut vérifié en Turquie face au Beşiktaş d'Istanbul. Sur un ballon mal renvoyé par la charnière centrale d'Auxerre, Mehmet expédie le ballon sous la transversale des buts de Charbonnier. Christoph Daum, l'entraîneur allemand, a inculqué aux Turcs le réalisme germanique. Un ballon déchiré par Verlat est opportunément exploité par Ertuğrul qui inscrit le deuxième but en faveur du Beşiktaş d'Istanbul. Après le repos, revirement spectaculaire opéré par les Bourguignons, Moussa Saïb glisse le ballon entre les jambes du gardien Sonner. L'écart s'amenuise pour Auxerre et sera réduit à néant par un deuxième but qui sera l'œuvre du capitaine Corentin Martins. Moussa Saïb, remarquablement servi par Martins, dilapidera la balle de match, l'Algérien butant sur le gardien turc. 2 buts partout, excellent résultat pour Auxerre qui a fait le plus difficile et par là même s'entrouvre les portes des quarts de finale. Elle a régné sur un empire où jamais le soleil ne se couchait. La voilà empêtrée dans des affaires de cœur et des révélations sulfureuses. La couronne d'Angleterre vacille, la succession de la reine s'annonce délicate et les sujets de sa gracieuse majesté, vous allez le voir, commencent à s'inquiéter. Anne-Corinne Moren. Un nouveau livre, un nouveau scandale. La bataille des révélations entre les époux du couple princier a repris il y a 15 jours avec Princess in Love. Information livrée par Anna Pasternak, Lady Di aurait batifolé pendant 5 ans avec le major James Hewitt, et ce, avant que Charles n'entame une liaison avec sa maîtresse présumée, Camilla Parker Bowles. Une affaire qui ranime le débat sur le divorce du couple princier. Vu la manière dont c'est écrit, cela ressemble plutôt à de la fiction. On dirait une love story à l'eau de rose.
Je pense que le divorce est inévitable. Il serait bon de conseiller à la famille royale de se séparer d'une lady qui pose tant de problèmes. Immédiatement après, la pression médiatique fait rage. La presse britannique est relayée par la presse française. Selon le magazine Voici, un divorce serait bel et bien dans l'air. Diana hériterait bientôt de 125 millions de francs et de 2 résidences, dont une à Londres. Mais mardi, Lady Di et Charles tentent de calmer la tempête médiatique. Ils démentent conjointement la rumeur, ils n'ont pas entamé de procédure de divorce. La bataille des révélations, elle, n'est pas terminée. Dès dimanche, le Sunday Times devrait publier de nouveaux passages de la biographie du prince Charles qui sortira en librairie le 3 novembre. Après avoir avoué qu'il n'avait jamais aimé Diana et critiqué l'insensibilité de ses parents, il en dira plus sur ses relations avec Camilla. Un nouveau scandale en perspective, mais un événement que Diana observera de très loin. La princesse a décidé de fuir la fureur qui s'abat sur le royaume britannique. Elle s'est envolée hier, direction Washington. Mais du côté du couple royal en visite en Russie depuis lundi, on s'inquiète fortement. Le prince Philippe est même sorti de sa réserve. Pour lui aujourd'hui, l'alternative au système héréditaire britannique, c'est la République. Une crise qui commence à agiter aussi le monde politique. Les députés conservateurs ont conseillé à la reine de favoriser le divorce de Charles et Diana pour éviter que la royauté ne soit la risée de tout le monde. Pour l'un d'eux, après les nouvelles révélations sur la princesse, il est impensable qu'un jour elle porte la couronne d'Angleterre. Charles Hargrove, bonsoir. Bonsoir. Les députés conservateurs déclarent, on l'a entendu, que la famille royale ne doit pas devenir la risée de tout le monde. Certains disent qu'il faut trancher dans le vif. Mais en fait, Charles Hargrove, est-ce que le mal n'est pas déjà fait? Bon, je crois qu'on peut exagérer le mal. J'ai remarqué que les images que vous montriez à la télévision étaient celles de ce que nous appelons les tabloïds, c'est-à-dire de la presse populaire, qui s'est toujours fait une spécialité de colporter des ragots, non seulement sur la famille royale, mais sur tout le monde. On y reviendra, Charles Hargrove, on y reviendra sur le rôle de la presse. Mais là, précisément sur le fond, est-ce que la famille royale... Je ne crois pas que la monarchie elle-même ou le prestige de la monarchie soit entamé, parce que la monarchie est représentée par une personne qui est inattaquable et qui n'a jamais été attaquée, et qui ne le sera pas plus à l'avenir parce qu'elle est irréprochable. Et je ne veux pas faire de la propagande pour la reine d'Angleterre, mais... je crois que personne jusqu'ici n'a trouvé à redire. Et vous avez montré des images du voyage de la reine en Union soviétique, enfin en ex-Union soviétique, en Russie, si j'ose dire. Pardonnez-moi ce lapsus. Et il est certain que M. Boris Eltsine, qui ne fait pas dans la dentelle d'habitude et dans les réminiscences historiques, accorde une très grande importance à cette visite historique. Oui. Et il ne le ferait pas si la personne qui représentait cette institution était soupçonnée de l'avoir de quelque façon minée. Charles Hargrove, d'accord, on comprend bien votre admiration pour la reine Elisabeth, mais hélas, elle n'est pas immortelle. Et là, c'est précisément son successeur désigné, son fils, le prince Charles, qui est dans la tourmente. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, je ne sais pas, je ne lis pas dans les astres. Je crois que ce qui est certain, c'est que la controverse dont est l'objet maintenant le prince Charles et dont il est en partie responsable par ce livre qu'il a lui-même inspiré, car c'est lui-même qui a donné son satisfecit à Dimbleby, qui lui a donné la possibilité et qui lui a de consulter ses archives personnelles. Je crois que sa position est certainement très discutée et je crois que beaucoup d'Anglais sont partagés sur le fait de savoir si une personne royale, l'héritier du trône, peut exposer ses états d'âme comme il l'a fait oui. dans ce livre, oui, oui. Au vu et au su de tout le monde. Je veux dire, c'est contraire à l'esprit même de l'institution. Alors, oui, Gérard Miller, bonsoir. Comment le psychanalyste que vous êtes peut analyser cette situation? Car la royauté est toujours considérée comme le ciment d'une nation. Peut-elle longtemps présenter un tel visage sans conséquence sur cette nation, sur la société? Oh, elle a quelques siècles d'expérience, donc je suppose qu'elle durera, mais c'est vrai qu'elle nous aura quand même laissé l'expérience finalement d'une sacrée curiosité publique. Moi, c'est surtout ça qui me frappe, c'est qu'après tout, on peut croire que la reine d'Angleterre,
ce qui intéresse en elle, ce sont ses bijoux. En fait, c'est pas vrai. Regardez l'obscénité des révélations. Manifestement, c'est son bidet, c'est ce qui se passe sous son lit. Et on trouve un peu partout, d'ailleurs en Europe, pas seulement chez les Anglais, il ne faut pas leur jeter la pierre, cette même curiosité. Nous, en France, après tout, on s'intéresse, je ne sais pas, aux urines ou au cancer de notre président de la République. Là-bas, ils s'intéressent effectivement aux pollutions nocturnes de leur prince ou aux frasques de leur princesse. Mais vous êtes sans doute sensible, comme moi, au fait qu'il y a une obscénité curieuse chez le peuple et que du coup, on s'intéresse effectivement de très près, de trop près. On s'intéresse de trop près à ceux qui nous gouvernent. Et j'ai l'impression que c'est ça la leçon la plus terrible, c'est qu'après tout, nous sommes fascinés, certes, par les puissants, mais nous sommes fascinés au point comme aux États-Unis, où à un moment donné, on s'intéressait aux fellations du président de la République, du président des États-Unis, pas encore celui de la République. Et manifestement, j'ai l'impression que ça nous apprend beaucoup sur le faste et sur la fascination qu'exercent les dorures sur les êtres humains. Mais quelles conséquences, à votre avis, sur la société elle-même? Est-ce que la population peut le ressentir d'une façon très Écoutez, forte? Moi, je crois qu'il y a des moments donnés dans ces histoires-là où on finit par avoir horreur de soi, horreur de sa curiosité. Moi, je pense plutôt à un retour de bâton. Vous voyez bien d'ailleurs que Diana est plutôt sympathique aux gens, et Charles le sera certainement s'il continue dans cette veine comme ça de révélation sur révélation. Je crois qu'à un moment donné, effectivement, comme on l'a vu en France avec l'affaire de la santé du président, il y a un moment donné où on se ressaisit, on dit mais qu'est-ce que nous allons faire de si près, sous les lits, dans les alcôves, un tout petit peu de retenue. Et j'ai l'impression quand même que ça va sans doute venir parce qu'on ne peut pas aller si près finalement de la vie privée des autres. Alors justement, je crois qu'il faut voir tout ça avec un peu de recul. Si vous regardez ce que les caricaturistes ont fait il y a presque 2 siècles, au moment où le prince régent faisait des frasques dont on faisait des gorges chaudes à la cour et à la ville, ce qui se passe maintenant paraît bien anodin. Je crois que ce qu'il y a, c'est le phénomène grossissant comme vous dites, de la curiosité, mais la curiosité grossit par les médias. Alors justement, Charles Ardon, revenons-en aux médias. C'est vrai qu'il y a en Angleterre une presse populaire qui est très spécifique à la Grande-Bretagne et qui s'attache depuis des mois, des années à cette famille royale. Oui, mais alors, si vous voulez, c'est l'hommage, comme disait, je crois, La Rochefoucauld, que le vice rend à la vertu. Car en fait, pourquoi s'attache-t-elle tellement au déboire et au travers des personnes royales? C'est parce que les personnes royales continuent en Angleterre particulièrement à exercer une fascination tout à fait inégalée. On s'intéresse moins, si vous voulez, vous parlez des urines d'un président ou autre sujet dont on n'aurait jamais parlé autrefois, mais ça intéresse beaucoup moins. Je ne crois pas que on verrait... Ça nous intéresse beaucoup en France, ici, tout à fait. Ça n'est pas comparable. Je veux dire, on ne voit pas une succession de livres. Il y a eu 150 livres écrits sur la reine d'Angleterre. Pas de l'acabit de celui du Major Hewitt, certainement. Il y en a qui sont très élogieux, il y en a qui sont hagiographiques, il y en a qui sont plus critiques. Mais 150 depuis le début de son règne, et je ne les ai pas comptés moi-même. Vous avez une avance sur nous sur ce plan, c'est vrai. Oui, certainement. Gérard Miller, lorsque le prince Charles dénonce son mariage, dit-il, qui a été fabriqué par ses parents, lorsqu'il dénonce les hypocrisies de la cour, est-ce que ça ne vous semble pas être l'image d'un fils qui finalement rompt avec sa famille ? Oh, écoutez, je crois que surtout c'est l'image de quelqu'un qui est en plein désarroi, et c'est vrai qu'il est plutôt touchant de voir après tout un prince, quelqu'un qui régnera sans doute sur l'Angleterre, être obligé après tout, pour rivaliser avec sa femme, d'aller dans de telles confidences, dont on ne sait pas d'ailleurs si elles sont exactes ou pas. Moi je suis plutôt sensible au fait qu'il y a un côté profondément troublé chez cet homme, et que du coup, effectivement, il sent bien qu'il faut aller dans le sens quand même de l'opinion aujourd'hui, qui est d'en dire toujours plus. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est insatiable, une fois qu'il nous aura révélé ce qu'il en était de sa famille, ce qu'il en était de son père, ce qu'il en était de sa mère, on sent bien qu'il devra continuer ou à un moment donné s'arrêter et dire que ça suffit comme ça. Grâce à Eurostar, j'ai fait l'aller-retour à Londres aujourd'hui. Je n'y ai pas passé très longtemps, 3 heures je crois en tout. Mais j'ai l'impression, de quelques conversations que j'ai pu avoir avec mes compatriotes, que le sentiment populaire et la curiosité populaire est en train de connaître un revirement. Il y a une satiété maintenant. On a trop parlé de la famille royale, des états d'âme de la princesse de Galles, de son époux, de ses amants, etc. Et je crois qu'il y a, comme vous avez dit, un retour de bâton, mais c'est plutôt un retour de balancier. Jean-Larc Grovet, ce sera ma dernière question. Le prince Philippe dit que la seule alternative à la royauté, c'est la République. Pensez-vous que les Anglais puissent un jour opter pour la République? Avoir une République? Non, je ne le crois pas, parce que ils ont cette chance ou cette malchance d'être un peuple qui n'a pas beaucoup d'imagination en matière institutionnelle.
Et la monarchie, ils l'ont depuis 1000 ans, comme le prince Philippe le rappelait. Et s'ils l'ont gardée si longtemps, c'est parce qu'elle avait certaines vertus. Et il a souligné qu'une de ses vertus était justement d'être au-dessus des querelles politiques et des querelles partisanes, et d'assurer la durée, la continuité, et d'être un symbole de l'unité du pays. Charles Hargrove, merci. Je précise que vous venez de publier un livre aux éditions Perrin qui s'appelle La Reine, le mythe et la réalité. Voilà, Gérard Miller, merci à vous aussi d'avoir participé à ce débat. Et c'est d'une réussite anglaise dont va nous parler maintenant Pierre Friedenreich, la réussite du film 4 mariages et un enterrement, qui vient d'être classé premier film européen par l'hebdomadaire Variety, un classement basé sur les recettes. What do you think? I do. Don't get married. Unless you fall recklessly in love. Trop tard. Elles sont toutes raides dingues de lui. Du Japon à l'Australie, de la Pologne au Pérou, Hugh Grant fait craquer les femmes du monde entier. Mais le vrai héros de ce film, ce n'est pas lui, ni elle, Andy McDowell, c'est le groupe qu'ils forment avec leur troupe d'amis. Et parce qu'ils nous ressemblent, ce film, tourné en un mois et sans grands moyens, fait un malheur. Cette gentille comédie typiquement british a même viré au phénomène de société. Les gens aiment ce suspense sentimental parce qu'ils en sortent heureux. C'est simple, il suffisait d'y penser. Ce qui arrive à 4 mariages à l'enterrement, c'est un conte de fées, puisque c'est vrai que le film se retrouve en tête du box-office français, où il est près d'atteindre 5 millions d'entrées. C'est absolument phénoménal. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est qu'aux États-Unis également, le film obtient un succès qui est le premier pour un film européen. Il a réalisé 50 millions de dollars aux États-Unis pour un petit film, entre guillemets, anglais. C'est du jamais vu, c'est historique. Ce qui est frappant également dans 4 mariages, c'est l'irrésistible ascension de Hugh Grant. Il y a encore un an, il était inconnu du public. Maintenant, les spectatrices du monde entier sont folles amoureuses de lui. On peut comprendre pourquoi. Il est très mignon, Hugh Grant, il est craquant. Et en plus, il possède à la fois cette forme d'humour et de classe qui fait qu'on le compare déjà à un nouveau Gary Grant. À ceux qui se demandent si Andy lui a dit oui, la réponse est toujours à l'affiche, 8 mois après sa sortie. Après ces bons résultats du mois de juillet, le commerce extérieur de la France a encore été excédentaire au mois d'août. Un excédent de plus de 7 milliards de francs qui s'explique par une très forte poussée des exportations. Voici maintenant, comme chaque soir, les tendances sur les marchés financiers, avec entre autres une nouvelle journée de baisse à la Bourse de Paris. Enfin, notre coup de cœur est consacré ce soir au groupe Foreigner qui, après 7 ans de séparation, vient de se reconstituer. Ces musiciens, parmi lesquels on reconnaîtra Mike Jones, l'ancien guitariste de Johnny Hallyday, ont l'un des parcours les plus prestigieux qui soit. Depuis 1976, ils ont vendu plus de 30 millions de disques à travers le monde. Eux qui ont l'habitude de se produire dans des stades de 50 à 60 000 places aux États-Unis étaient ce soir dans une toute petite salle parisienne, le Café de la Danse. Les quelques privilégiés présents ont pu ainsi découvrir les titres de leur nouvel album qui sort à la fin de cette semaine, les Foreigners. Voilà, dans quelques instants, les dossiers de l'histoire. Demain, à 12h et 12h45, vous retrouverez Laurence Bobillet. À 19h, Éric Cachard. Et à 22h50, Catherine Matoche. Très bonne nuit à tous. Les armes secrètes d'Hitler auraient pu changer le cours de la guerre. Les dossiers de l'histoire tout de suite sur France 3. Vous avez remarqué, la politique cette année ne cesse de nous surprendre. À notre tour, essayons ensemble de surprendre les hommes politiques avec Philippe Alexandre, Serge July et Gilles Leclerc, tous les dimanches à 22h55 sur France 3. Alain Madelin, premier invité, premier surpris. Votre nouveau rendez-vous politique, c'est dimanche soir. Quand
Vous voulez que l'argent de votre compte chèque vous rapporte. Pourquoi rencontrez-vous tant d'obstacles? Heureusement, la Poste a inventé Cécépargne. Avec le service Cécépargne, l'argent de votre compte chèque vous rapporte enfin. La sécurité et la fiabilité Volkswagen. Des équipements que vous n'imaginiez pas. Désormais, tout cela existe en concentré. Nouvelle Polo, le concentré de Volkswagen. Pour tout connaître de vos clients ou de votre entreprise, 3617 Eurydeal. Je ne dirai pas ceci à tout le monde, mais notre métier est le plus important que je connaisse. C'est-à-dire que sur cette ligne, un mécanicien moyen n'existe pas. Même un débutant qui aperçoit le moindre problème est capable de juger si un avion doit ou non rester au hangar. Vous pourriez penser que ce genre de métier devient rapidement une routine, mais parfois, quand je me promène dans l'aérogare, je découvre ce qui est vraiment important. Répondre à des offres d'emploi qui ne sont pas remises à jour revient à peu près à ça. 3615 Jobtel, des offres d'emploi contrôlées et mises à jour chaque jour. Jobtel, une garantie de sérieux. Attention, Canon envoie les couleurs. Elles entrent chez vous par millions. Avec l'imprimante BJC 4000, bienvenue dans la nouvelle dimension couleur. Imprimante BJC 4000 de Canon. Je veux ce gars à n'importe quel prix. Vas-y, fonce. La piste est chaude. Je ne le lâche plus une seconde. Très chaude. Je suis vraiment sur la bonne route. Et pour tout dire, trop chaude. Le commissaire et le meurtrier. Tel un couteau suisse, la mécanique du meilleur flic d'Europe ne connaît pas les ratés. Ton type s'est jeté dans la gueule du loup. Mettez un Derrick dans votre moteur. Dimanche à 20h50 sur France 3. Avec Epeda, retrouvez les dossiers de l'histoire. Bonsoir. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme et la recherche peut entraîner, on le sait, le pire comme le meilleur. Ainsi entamées dans les années 20, les recherches sur les fusées n'ont pas échappé à cette alternative, la fusée pouvant transporter pour le meilleur l'homme dans l'espace et pour le pire des ogives nucléaires. On le verra ce soir dans les dossiers de l'histoire consacrés aux armes secrètes d'Hitler, c'est-à-dire à l'histoire de cette course pour la maîtrise des missiles dans les derniers moments de la Deuxième Guerre mondiale. Le pire encore avec le coût humain de cette recherche, les conditions terribles infligées aux ouvriers de chantier comme aux prisonniers des camps, et notamment celui de Dora, des prisonniers mis au service de la fabrication des armes jusqu'à ce que mort s'ensuive. Pas d'interview dans ce documentaire d'Yves Lemaner, mais des images d'archives exceptionnelles qui suffisent à nous faire comprendre cette histoire secrète des armes secrètes d'Hitler. Bonne soirée.
Printemps 1943. Chaque jour, les avions de reconnaissance britanniques survolent l'Allemagne et l'Europe occupée, avec pour toute arme leurs caméras. Ils ramènent des centaines de photos, qu'examinent une à une les spécialistes de la Royal Air Force, installés dans un manoir perdu au fin fond de la campagne anglaise, Medmenham. Le 18 juin, le Dr Jones, conseiller scientifique des services de renseignement, observe des clichés pris au-dessus d'un coin perdu des rives de la Baltique. Peenemünde. Il identifie un objet gris, cylindrique, une fusée. Un an plus tard, Jones écrira « Une approche rationnelle nous a permis de découvrir les caractéristiques de la fusée allemande. Mais si nous voulons comprendre pourquoi elle a été construite, nous devons abandonner le terrain de la raison pour nous placer sur celui des fantasmagories et admettre qu'une stratégie militaire puisse naître d'un rêve. » En écrivant « De la Terre à la Lune », Jules Verne a fait renaître l'un des plus vieux rêves de l'humanité, voyager dans l'espace. Le Russe Tsiolkovsky démontre dès la fin du 19e siècle qu'il est possible de se déplacer dans le vide spatial grâce à une fusée à réaction qui emporterait son oxygène sous forme liquide. Mais les modèles qu'il bricole ne sortiront jamais de son atelier. En Allemagne, un professeur de mathématiques, Hermann Oberth, affirme dans un livre paru en 1923, La fusée vers les espaces planétaires, dans l'état actuel de la science et de la technique, il est possible de construire des machines capables de sortir de l'atmosphère terrestre. Elles pourront emporter des êtres humains. Pour populariser ses idées, il accepte en 1929 d'être le conseiller scientifique du film de Fritz Lang, Une femme sur la Lune. Oberth est aussi le président d'une association d'amateurs, la Société pour le voyage spatial, qui regroupe plusieurs centaines de passionnés, parmi eux un lycéen de 17 ans, très doué pour les mathématiques, Werner von Braun. L'Allemagne vit alors dans la fièvre des fusées. Des passionnés y rêvent de voyages interplanétaires et le dimanche, avec des moyens dérisoires, ils se contentent d'essayer de petites fusées à poudre ou à carburant liquide.